tous, bienvenue dans les mardis de l'immigration. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce qui se passe ici à Montréal au mois de janvier. Et à cet hiver, je vous avouerai qu'on a eu quelques jours vraiment froids, mais ça se vit très bien. Ce n'est pas de la survie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie en fait de la vie ici au Québec. C'est vrai que les températures descendent assez bas. Il suffit, je dirais, de savoir jouer à la couche de l'oignon. On s'acclimate, c'est un changement, c'est différent. Bien couvert, très sincèrement, ça se gère vraiment bien. C'est sûr que si par moins 25, avec un ressenti de presque moins 40, vous décidez de sortir dehors avec des petites chaussures en cuir, style boots, mocassins, sans aucune protection, avec juste un petit pantalon de tailleur et puis votre manteau, vous allez avoir très très froid et vous risquez même de vous faire vraiment mal aux orteils. Par contre, si vous avez des tenues adaptées, vous protégez bien en fait votre peau, il n'y aura pas de souci et vous pouvez vraiment passer du temps dehors. Il y a des grands sportifs à Montréal qui font du ski de fond, des balades en raquettes par ce temps-là, et je dirais même que les personnes qui partent en fin de semaine, la fin de semaine c'est le week-end, au chalet, le chalet c'est la maison secondaire, la maison de campagne, profitent d'aller skier, profitent de l'extérieur parce qu'il y a un tel ensoleillement que rien ne les arrête. Par contre, sortez vraiment couverts. Ça, c'est vraiment important, c'est une priorité. Aujourd'hui, on va recevoir Raquel. Raquel, en fait, est passée par des moments pas très faciles ici à Montréal. Et malgré un premier changement de vie, elle en amorce un deuxième, toujours au Canada, mais pour elle, les choses s'éclaircissent et elle se voit un avenir ailleurs que dans cette ville. Elle imagine la région. Je vous en parle, beaucoup de régions sont à la recherche de personnes et elle se dit que c'est le moment de sauter le pas, c'est le moment d'aller choisir un autre changement. Plutôt que de subir son immigration, subir les difficultés que cela peut engendrer, elle reste positive et elle va amorcer une autre vie. Également, je vais recevoir Valérie qui va venir nous parler de la résidence permanente. Sujet fortement intéressant et vous verrez, vous apprendrez certainement des choses à travers la question qui a été posée à Valérie. Hélène, aujourd'hui, va intervenir sur le changement, justement. Faut-il le subir ou le choisir? Vaste question. J'aimerais aujourd'hui également vous donner de l'information sur ce qui se passe en ce moment à Montréal. Il faut savoir que depuis le 30 novembre, sur la place des Arts, un grand terrain de jeu lumineux a été installé. En fait, ce sont 30 balançoires. Ici, on va dire bascules. Alors, c'est des balançoires à double personne, chacun d'un côté, donc 30 bascules, qui sont illuminées et qui apportent chaleur et lumière. C'est une invention d'impulsion. Et c'est la 8e édition, en fait, de ce grand terrain, de ce qu'on appelle la luminothérapie. C'est vrai que les nuits sont courtes en hiver, les journées sont courtes en hiver, et il commence à faire nuit à partir de 16h, 16h30. Et ça apporte un peu de douceur face à cet hiver qui peut être parfois rude si on est mal couvert. La luminothérapie est installée en fait donc au niveau de la place des Arts, donc métro place des Arts,
et va durer, donc ça a commencé le 30 novembre 2017 et continuera jusqu'au 28 janvier 2018. Donc si vous êtes là, je vous invite à y aller, c'est très sympathique. Il y a des petits sons lorsque vous vous balancez et c'est vraiment agréable et chaleureux. Également, je voudrais vous parler d'un autre événement qui va arriver, enfin qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Igloo Fest. Ça fait déjà 2 fois que nous allons à cet événement. C'est un festival de musique électro en plein hiver, au niveau du Vieux-Port, par -15, -20, voire plus. Et on y va en tenue de ski, grosses bottes, gros bonnet, la tuque, une grosse tuque, des bons gants, comme si on allait faire du ski. C'est du 12 janvier au 19 février, plutôt sur la fin de semaine. Et c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Donc si vous êtes là, à cette période-là, allez-y. Le prix est assez raisonnable. Couvrez-vous bien. Et n'hésitez pas à vous réchauffer avec quelques boissons qui vous seront offertes sur place. Et ça en vaut vraiment la peine. Vous verrez à quel point rien n'arrête les Québécois. Et surtout pas le froid. Donc si vous êtes prêts à un changement, à une nouvelle vie, sachez que Montréal vous accueille, que le Québec vous accueille avec grand plaisir. Et posez-vous la question de est-ce que vous allez subir ou choisir ce changement. On accueille tout de suite Raquel qui vient nous parler de son expérience. On se retrouve après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Raquel. Bonjour Géraldine. Merci d'avoir accepté mon invitation dans les Mardis de l'immigration. Ça m'a fait plaisir. Voilà, et donc on va parler de votre expérience, la façon dont vous êtes arrivé ici. Donc est-ce que vous pouvez me dire déjà depuis combien de temps vous êtes au Québec? Ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi, d'accord. Oui, ce sont 6 ans et demi d'apprentissage, le plus pur apprentissage que vous ne pouvez pas imaginer. L'apprentissage de la vie, oh, oui. Avec un grand V. Et vous êtes arrivé ici comment? Avec une résidence permanente J'étais résident permanent. D'accord, et ça a été long pour obtenir votre résidence permanente? Oui, au début c'était vite parce que le Québec, c'était vite. Mais par contre, le gouvernement fédéral a pris son temps, presque 300. Wow. Oui. Donc ça a été long. C'était long. Vous êtes arrivé ici en été, en hiver? J'ai choisi l'été, c'était juin. C'était un vraiment beau juin. Et c'était plein de Montréal, de joie, les festivals et tout ça. Fait que moi, j'avais déjà planifié ça parce que j'avais pris connaissance de... J'ai fait un voyage en avance pour regarder. D'accord. Pour décider Montréal ou Toronto. D'accord. J'ai décidé Montréal. Fait que je savais plus ou moins... ce que vous alliez voir et où vous alliez vous installer. Ouais. D'accord. Et donc, la première année, les premières années, comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu. Mon première année, c'était magnifique. J'ai fait des études, j'étais refusée de la francisation. Alors, refuser de la francisation, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'était positif. Parce que je suis arrivée avec un niveau de français avancé. D'accord. Qui m'ont dit, mais écoute, avec ton niveau français, c'est mieux d'appliquer à chercher des cours à l'université. Des cours de français à l'université? Non, j'ai décidé de prendre des cours en gestion. D'accord. Fait que... Et la francisation, en fait, c'est le fait d'offrir gratuitement des cours de français à des personnes qui ne parlent pas le français? Oui. D'accord. C'est ça. La francisation, c'est un processus de presque 1 an que les gens qui ne parlent pas ou ont des difficultés avec les Français peuvent passer. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le passent pas, mais à mon avis, c'est l'idéal pour bien intégrer si tu ne parles pas français avant de venir. Ou si c'est un français compliqué, parce que ça peut faire aussi du bien peut-être à l'oreille d'entendre l'accent québécois, ou comment ça se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, je pense que c'est mieux d'y aller à l'université. D'accord. Les premiers jours, pour moi, l'université, c'était comme choquant, parce que le professeur de management, c'était un Québécois de souche. Et moi, j'ai compris que 30% de cours, et c'était vraiment dur. Fait que je me vu obligée à lire, relire,
avec mon dictionnaire, avec Google, tout le temps, tous les mots que je ne comprenais pas. C'était ma francisation, en fait. C'est qui améliorait aussi mon vocabulaire. Mais si, mettons, un migrant, un PVTiste, un migrant français, c'est mieux d'aller à l'université ou bien intégrer tout de suite le marché du travail, non? D'accord. Et au bout de combien de temps est-ce que ça a été plus facile à l'université de comprendre l'accent francophone québécois? Qu'est-ce qui a été... Je pense que ça m'a pris approximativement 2-3 mois. D'accord. 2-3 mois où je commençais... La première évaluation, c'était les centras. Et après mes résultats, j'ai obtenu 3A et un B+. C'est plutôt bien. Ben oui. C'était vraiment bien. J'étais fière de moi à ce moment-là. Et bon. Et alors, ce diplôme vous amenait à quoi après? En fait, je voulais faire... Parce que vous êtes DRH, hein? Oui. D'accord. Oui. Je voulais faire un baccalauréat. D'accord. Mais pour des circonstances familiales, j'ai dû arrêter. J'ai fait un certificat, j'ai fini le certificat. Et après, il faut aller chercher le travail, non? C'est ça. Il y a un moment où il faut rentrer dans la vie active. Donc, première année, vous cherchez du travail donc à la fin de ces études-là, c'est ça? Oui, à la fin des études, je commençais à chercher. C'était un peu difficile. D'accord. En fait, c'est vraiment difficile, les ressources humaines. Pour obtenir un appel, ça prend des mois, 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour avoir des appels. Et bon, après, j'ai dû trouver un travail en attendant, non? C'est ça, il fallait quand même pouvoir manger, vivre, payer votre logement. Payer les factures, c'est vraiment important, sinon... Parce qu'on arrive avec un montant d'argent, mais... Après, cet argent commence à diminuer. Et là, on se dit, il faut trouver un travail. Et vous avez voyagé à travers le Québec, les États-Unis ou... Non, dans ce moment donné, je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas la visa et je n'avais pas envie vraiment de demander la visa aux États-Unis. Mais oui, je fais partie de... Si tu prends des études à temps plein, d'accord, et tu as le droit d'avoir entrer le programme Explore. Le programme Explore, c'est un programme pour soit anglais ou soit français, aller à l'immersion pour améliorer les compétences dans la langue, soit anglais ou français. Moi, j'ai choisi Vancouver au Winnipeg. Et je suis allée à Winnipeg un mois et demi d'immersion en anglais, qu'en anglais. Wow! Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Je rencontrais des gens magnifiques de tous les Québec, parce que la plupart étaient des Québécoises. Et bon, c'était une belle expérience. Un joli voyage. Oui, je profitais de la Banff, wow. Saskatchewan, Calgary, en Alberta et Banff. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce voyage? Bon, à mon retour, j'ai pris la décision de prendre les retours en bus, parce que je me suis dit, il faut voir les beaux paysages magnifiques, de l'eau, toutes les paysages, les montagnes, les lacs sont magnifiques. Mais à au moment d'arriver à Montréal, ma valise avait disparu. J'avais déjà remarqué ça à Ottawa, mais quand je suis allée demander quel est le processus pour les démarches pour trouver la valise, personne ne m'a donné de nom ou de commentaire. Rien du tout. Mais en fait, vous avez fait le voyage depuis quelle ville? Vous avez changé de bus plusieurs fois ou c'était un seul et même bus? On a fait un changement à Sudbury. De Winnipeg à Sudbury. De Sudbury, il y avait 2 bus. Un qui allait à Toronto, l'autre venait à Montréal. D'accord. Et je suis sûre que ma valise était à celui-là qui allait à Toronto. Mais personne ne voulait m'écouter. Quand je suis arrivée à Ottawa, ils m'ont dit, vous restez ici ou vous allez où? Je vais à Montréal. Allez à Montréal, c'est pas notre affaire ici. Ah, ok, merci beaucoup. C'est étonnant quand même pour une personne au Canada de vous parler sur ce ton. En général, on est plutôt aimable. C'est ça la chose que ça m'a étonnée, vraiment. Ouais. Parce que, je sais pas si... Des fois, on a une culture, les pays ont des cultures, les entreprises aussi. Ça, c'est l'affaire. Fait qu'apparemment, la culture de cette entreprise de bus, on dirait que ça ne matche pas avec la culture canadienne. C'est ça. Et alors donc, vous avez retrouvé votre valise au bout de combien de temps? Après 1 an, après que moi, je suis allée à la cour. Waouh, vous avez dû faire un procès à l'entreprise. Un procès légal. Que vous avez gagné? Que j'ai gagné à la fin, après 2 ans d'attente.
oui, parce que c'est une chose à remarquer. Au Canada, au Québec, et tous les procès sont longs, 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 longs. Mais à la fin, on trouve la justice, on trouve que oui. On vous a soutenu. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Et donc, à partir de là, d'après ce que j'ai compris, votre vie a commencé, la belle année a été passée, et là, ça a commencé à devenir plus compliqué, plus difficile. Difficile, compliqué, plein de affaires, tous les trucs légaux que je devais faire parce que c'est une démarche vraiment fatigante, épuisante, on dirait. Et ça a empêché, évidemment, que moi, je m'intègre plus facilement à la vie de travail. Et moi, je commençais à chercher des travaux, plus des jobs, comme on dit au Québec, des jobs pour survivre. D'accord. Non, et ça aussi, c'était lourd. Ah oui, alors vous m'avez raconté une histoire un peu incroyable dans une pizzeria qui s'appelle Les Quatre Frères. Racontez-nous un peu Les Quatre Frères, cette pizzeria. Cette expérience. La pizzeria comme telle, ça n'existe plus à Sherbrooke parce que c'était proche chez moi. J'ai vu une petite annonce, on a besoin des caissières, fait que je suis allée, mon prix. Après 5 semaines, je n'avais rien reçu des salaires. Et monsieur-là, tout le temps que moi, je lui demandais mon salaire, j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de vivre, lui, il a commencé à essayer de me toucher et me dire « Mais oui, tu dois être amoureuse avec moi. » Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'était que la plupart d'entre eux étaient des musulmans. Ça se peut sonner un peu... Je ne sais pas. Mais ce sont des musulmanes et je suis une femme. Dans un moment donné, j'ai balayé le sol. Le sol. Il est venu le livreur, il était pressé, fâché. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait arrivé avec les clients. Il m'a demandé quelque chose et je n'ai pas bien compris. Fait que lui, il m'a dit tu ne coûtes rien, tu es juste une femme et un peu, tu n'es pas musulmane. Et dans ce moment-là, moi, j'ai répondu. Vous êtes au Québec, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas. Et il avait des caméras aussi. Fait que, après 5 semaines sans salaire, je me sentis... Des avances sexuelles. Mais c'est ça. J'ai appelé une norme de travail. Ils m'ont dit, arrêtez d'y aller, on va commencer le processus légal. Mais j'avais déjà mon affaire légale, les démarches légales avec les autobus. Avec l'autre compagnie. La compagnie qui c'est pas du Québec, c'est des États-Unis. La siège sociale est à Texas. Fait que je fais la dénonce aux normes de travail juste pour qu'ils me payent mon salaire. Que vous n'avez jamais eu. Non. Parce que monsieur-là savait tous les tricky things. Ça a déclaré, il a fait la faillite. Et finalement, jamais m'ont payé. Mais j'ai encore des années, quelques années, pour le trouver. Et si je démontre qu'il a de l'argent pour qu'il me paye encore, je peux revivre les cas encore. Wow. Mais c'était dur vraiment. C'était la norme de travail qui a pris les cas vraiment, mais de toute façon, attendre tout ça en recherche d'emploi, c'était une chose qui commence à vraiment... On se sent dévalorisé. Dévaloriser l'estime de moi, de soi, parce que tu vois que tu avais une belle carrière et maintenant tu n'as rien. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on l'a dit, mais Raquel arrivait du Pérou. Oui. Donc, travaillait aux ressources humaines au Pérou. Et c'est vrai que voilà, se retrouver, en fait, déjà l'immigration, ça peut être compliqué. Oui. Se retrouver à accepter un poste de caissière quand on a fait des études et qu'on a été en ressources humaines, c'est compliqué. Se faire maltraiter, c'est compliqué. Devoir attaquer une entreprise américaine, c'est compliqué. Donc oui, il y a des immigrations qui peuvent être difficiles et vous avez le sentiment, parce que vous veniez du Pérou, de vivre un peu de discrimination ou ça n'a rien à voir avec ça? Est-ce que vous y avez du racisme à votre égard? Est-ce que vous avez eu des... Je ne sens pas de racisme comme tel. Oui, je me sentais discriminée pour être une femme dans cette entreprise, dans ce moment-là. D'accord, mais pas au Québec. Pas au Québec, non. D'accord. Au Québec, non. C'est l'inverse. D'accord. Au Québec, être une femme, c'est sécuritaire. C'est ça. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu sais que personne va te manquer le respect dans la rue. Ça, c'est un côté que je ne changerai jamais. Le côté sécuritaire, tu peux arriver à 2 heures du matin en métro, ça passe rien. Ça, c'est une chose vraiment
C'est vraiment une chose que j'adore. D'accord. Mais oui, les côtés d'être une femme, je me sentais dévalorisée. Oui, au moment que tu appelles, parce que moi, je suis... En recherche d'emploi, je ne suis pas une personne passive. J'appelle. On appelle, on relance. On relance. Je comprends. C'est à partir aussi de la vie au Québec. C'est comme une habitude ici. Il faut aller chercher. Complètement. Et oui, ça m'est arrivé, ça fait pas longtemps. Moi, je m'excuse ce que je veux dire, mais j'ai envoyé chier la fille qui m'a dit, mais vous n'avez rien d'expérience. Mais je m'excuse, mais j'ai une belle expérience des années à mon pays d'origine. Mais ça vaut rien ici. Votre expérience, ça vaut rien. OK. Ça, c'est discriminatif. Et après une semaine, c'était une chose. J'étais avec une amie qui travaille avec moi présentement. Elle vient de notre pays, de l'Iran. Elle a 14 ans d'excellente expérience dans une grande multinationale. Et la fille l'appelle pour donner des nouvelles d'une interview qu'elle venait de passer. Et la fille le dit comme ça. J'ai écouté, parce que j'ai écouté toute la conversation. Oui, mais vous n'avez pas assez suffisant d'expérience. Ça veut dire que l'expérience d'avant ne vaut rien. Vraiment, non. Vraiment, sans mon expérience en ressources humaines à mon pays d'origine, plus de 5 ans, c'est zéro. L'expérience comme de mon ami, 14 ans, à l'approvisionnement. Dans une entreprise connue? Vraiment connue. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Comme ça. Et ça, c'est une chose choquante. Ça, c'est une chose qui te fait sentir discriminée, mais pas pour la race, pas pour... Parce que... Non, parce que je pense que c'est vraiment... Quel que soit le pays d'origine, et c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler, c'est vrai que c'est très difficile de faire reconnaître ces années d'expérience. Alors, c'est vrai que des personnes peut-être venant de France ou de Belgique ou de Suisse, on leur apportera un petit peu plus de crédit. Mais encore, vous verrez, il y a d'autres expériences, d'autres mauvaises expériences dans ce domaine-là. Et c'est vrai que très souvent, on vous demande de reprendre un travail largement en dessous de ce que l'on était. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir le sentiment que vraiment, ce qu'on a vécu avant, ça vaut rien. Enfin, ça doit être très difficile. Et ça rend vulnérable la personne. Tu peux avoir une belle expérience, mais de toute façon, il y a des moments de vulnérabilité où il faut faire attention vraiment quels sont les insides, les choses qui viennent d'ailleurs aussi, parce qu'on peut faire des mauvaises décisions. Oui, c'est ça. Vous avez fait une mauvaise décision un jour. Racontez-nous un peu cette mauvaise décision. Cette mauvaise décision, moi, j'ai trouvé un beau travail dans un grand magasin, une chaîne bien aimée au Québec. C'est une ambiance de travail très agréable. Très agréable, les gens sont bien traités. Par contre, oui, après un an et demi d'être debout toute la journée, ça commence à vulnérer vraiment l'estime de soi. Et répéter aussi les choses, parce que c'est comme un peu automatique, non? C'est ça, bonjour, hi. Bonjour, hi, bonjour, mesdames, est-ce que je peux vous aider? Oui, venez ici. De là, on ne passe pas. Fait que dans ce moment donné, une grande institution de Montréal m'appelle pour m'offrir un stage en mois sans salaire. Et, donc un stage en ressources humaines vous est offert sans salaire. Je passe l'interview dans ce moment et je ne pouvais pas démissionner tout de suite. Il y a une loi aussi, on doit avoir un délai de 2 semaines de préavis à l'employeur. Mais madame là voulait tout de suite. Bon, j'ai dit non. Mais... Et dans ce moment-là, c'est une agence de cet organisme qui commence à m'appeler pour me dire non, que madame a aimé votre profil, qu'elle est convaincue que vous êtes la personne, vous serez un premier d'embauche. Bon. Après 3-4 appels. Vous avez cédé? Oui. Parce que j'étais déjà dans ce moment de vulnérabilité. Et puis là, on vous offrait enfin un travail dans les ressources humaines. Oui, c'est ça le recrutement. Sachant que c'est quand même un organisme très connu internationalement qui vous a fait cette proposition. Pas internationalement, c'est un organisme de Montréal. Oui, qui est Montréal, mais qui existe partout, enfin dans chaque pays du monde. Ah oui. Voilà.
Enfin bon, C'est ça. voilà. On ne les citera pas par respect, mais Ouais. c'est bien dommage de savoir que ça peut manquer de professionnalisme à ce point-là. Ouais, dans un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi pas, l'opportunité touche encore une fois à mes portes. Fait J'y que vais. Je vais prendre le risque, je suis capable, j'ai déjà fait le recrutement, j'ai fait le recrutement des journaliers, j'ai travaillé dans une grande manufacturière, fait que je sais qu'est-ce que c'est ça. Mais à la fin, quand j'arrive à mon premier jour de stage, tous les bureaux que j'avais vus, et Tout le décor, il n'y avait rien. tout avait disparu. Tout avait disparu. Il avait qu'une fille, début, que c'était la réceptionniste aussi de cette entreprise, en faisant un stage. Et Un ordinateur qui ne fonctionnait pas, c'est ça? un ordinateur qui fonctionnait en moyenne et une autre qui ne fonctionnait pas. Fait que j'appelle tout de suite, alors c'est quoi ça? Ah non, mais on a vérifié quoi? Mais où est la fille qui m'a poussé à prendre ce job. Elle ne travaille plus ici. Ah, elle ne travaille plus ici. Bon, donc, fait la semaine dernière, est-ce que vous pouvez y aller encore? Oui, je vais y aller pour voir. À la fin, c'est que l'objectif du poste que m'avait dit Madame propriétaire de l'entreprise, c'était une autre chose. Elle voulait que je fasse des business, de chercher des clients. Ce qui n'était pas du tout au départ, vous deviez recruter des gens et là on vous demande d'aller chercher des entreprises. C'est ça. Fait Wow. que vient la visite de l'autre fille, la nouvelle fille qui était en charge de cette entreprise, de ce groupe d'entreprises, parce qu'elle avait un groupe d'entreprises, me dit oui, écoute, je vous demanderai d'arrêter d'y aller. Ok, j'arrête. Mais maintenant, je fais quoi? Je viens de démissionner de mon travail permanent, à temps plein. Wow. Et ça faisait combien de temps que vous étiez au Québec? C'était 2014, fait que j'avais déjà 300. 300 au Québec. Ma première année et demie, c'était pas si pire, je te dis. Mais après, bon, fait que après ça, tout le monde commençait à se passer la boule comme ça. Non, je sais pas, je connais pas. Et finalement, m'ont trouvé un stage. Et dans ce moment, moi, je considère que j'ai fait une erreur parce que j'ai dû exiger que le stage qu'elle allait m'offrir Un travail. devait avoir un promis d'embauche parce que je suis sûre de mes compétences. Fait que j'ai fait l'erreur et j'ai accepté un stage, mais il n'y avait pas de possibilités parce qu'il y a des entreprises, des fois ça arrive, qu'on trouve des entreprises qui prennent ce type de programme adressé aux nouveaux arrivants et prennent tous les mois change des stagiaires. C'est ça, on vous offre des stages, donc en général ce sont les chambres de commerce qui proposent ça, qui vont chercher des immigrants et qui vont proposer donc des stages aux immigrants, quels qu'ils soient. Et en fait, au lieu d'embaucher, les entreprises continuent à faire des demandes de stage chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Chaque mois. Chaque mois, d'accord. Bon, donc Bon. ça leur permet de ne pas payer et d'avoir des gens qui travaillent gracieusement pour eux. C'est ça. Parce que, eh ben, écoutez, si monsieur Heurtel, ministre de l'Immigration, vous suivez les mardis de l'immigration, c'est une chose à changer. L'abus fait aux immigrants via les stages qui sont proposés, c'est... Voilà, je pense qu'il y a du travail là-dessus. Oui, il y a des choses. Il faut vraiment... C'est un travail des agents de pas juste... Ah, ok, je vais augmenter mes statistiques. C'est ça. C'est-à-dire Parce que que- l'agent, en fait, il doit vous placer, puis s'il vous a placé, il a bien travaillé. Donc lui, il aura sa prime. Sauf que on n'aura pas vérifié que votre stage derrière vous offre un job, et puis on va vous... Ouais, C'est pas très très joli. c'est pas très joli. Dans ce moment, après, j'ai remarqué, j'étais comme, mais tu as dû faire ça. Mais j'étais, dans ce moment, je n'avais pas la force. J'étais dans ce moment... Bah, ça commence à faire long quand même, parce que je veux dire, ça fait 3 ans et demi que vous êtes là, dont Ouais. 1 an et demi en études. Vous avez dû faire un procès parce qu'on vous a volé une valise. Vous avez été insultée et traitée de non-musulmane et puis de juste être une femme. Ouais. Voilà. Ensuite, on vous propose un stage. Vous arrivez dans une entreprise qui n'existe presque plus. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, psychologiquement, ce soit fatigant. Ouais. Et que, ouais, on se demande parfois si on a fait le bon choix. Dans ce moment donné, plus que si j'avais fait le bon choix, je me suis dit non,
tu dois persévérer. Je suis un peu têtue. C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut trouver la force en soi. Les traits de personnalité, il faut bien se connaître. Parce que si on ne se connaît pas et on ne sait pas nos forces et nos faiblesses, des fois c'est difficile. Moi, je reconnaissais, non, tu continues. Tu continues, tu ne lâches pas, tu continues. Et c'est ce que je fais. Mais déjà, il y avait des moments vraiment où j'ai tombé. Ben, normal, je comprends. Et alors aujourd'hui, la situation en est où? Maintenant, bon, finalement, jamais je trouvais un travail dans mon domaine. Waouh! 6 ans et demi après, vous n'avez jamais travaillé dans les ressources humaines? Oui. Vous avez eu des stages? J'ai eu des stages, j'ai eu un programme, parce qu'il y a aussi les Québec, Emploi Québec offre aux immigrants qui se renseignent bien et un programme qui s'appelle des entreprises d'entraînement. Tu n'as pas d'expérience dans ton domaine au Québec. Il faut aller avec ton d'agent d'emploi Québec, si gentil ou pas gentil. Parce que les agents d'emploi Québec aussi, c'est... J'ai dû menacer d'y aller à mon député pour qu'il me donne ce stage de 4 mois. Que c'est légal. Légal et c'est un droit de tout nouveau migrant. Mais malheureusement, comme j'étais en emploi, non, vous avez déjà trouvé un emploi, conformez-vous avec que vous avez. Oui, sauf que c'était pas dans les ressources humaines. C'est ça. Fait que dans un moment donné, j'ai dû mettre la pression. Je lui ai dit, ok, je vais aller à mon député. Je venais d'obtenir ma citoyenneté canadienne à ce moment-là et mon député m'avait envoyé un beau diplôme que j'ai bien aimé. Je me suis dit, pourquoi tu ne peux pas y aller à parler avec ton député? Fait que moi, je lui ai dit à madame, à mon agent de Québec, vous ne voulez pas me donner cette entreprise d'entraînement qui m'aidera, me poussera à trouver un emploi? Bon, je vais y aller donc à parler à mon député. 1 heure après, m'appelle la superviseure de mon agent et il m'a dit, écoute, on va faire le stage là-bas. 4 mois, 15 semaines, ça m'a poussé, oui. Et je n'ai pas trouvé un emploi dans mon domaine, mais il y avait une recruteuse qui, au moment de voir mon CV, m'a dit, écoute, je travaille, ce n'est pas dans ton domaine, mais c'est une grande entreprise. Quelle entreprise? XXX. Ok, j'accepte l'interview. Et je vais t'embaucher pour 3 mois. Juste pour faire un changement des logos. Et je suis encore là-bas après 1 an et demi. Bravo! Oui. ça m'a démontré à moi-même aussi, parce que c'est important, que si j'avais la petite porte ouverte, pouf! C'est ça. Je pouvais rentrer, je pourrais... Donc là, en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien. Par contre, il y a une petite affaire. Vient d'annoncer la fermeture de l'usine. Oh. Oui. Fait que je me suis dit, bon, le destin ne veut pas que je reste à Montréal. C'est ça. Le destin, c'est peut-être pas Montréal, peut-être pas ici. Donc, c'est ça. Vous êtes appelé à aller ailleurs. Oui, je commençais à faire la recherche. Mais c'est drôle parce que ça, c'est une chose, ça va vous faire rire, je suis sûre, et à vous aussi. J'ai commencé à envoyer des CV à Vancouver, à British Columbia. Parce que l'entreprise où je travaille, j'utilise 50% en anglais, 50% en français. Fait que je suis bilingue. Bilingue. Plus espagnol. Plus l'espagnol, un peu d'italien aussi. Bon, ben voilà. Ça aide beaucoup. Exactement. Mais ils m'ont appelé tout de suite. Au Québec, à Montréal. Ça m'a pris 3 mois pour recevoir un appel au moment de commencer ma recherche d'emploi. J'envoie un CV. Dans une entreprise? Une entreprise. Le lendemain, 2 heures après, j'avais un courriel. Wow. À quelle heure c'est convenable de vous appeler? Wow. Bon. Ben, après, moi, j'ai fait mes démarches aussi, parce qu'il faut bien se renseigner, parce que le Québec et l'Ontario sont les provinces les moins chères du Canada. C'est sûr que Vancouver, oui. Ça va être un peu plus cher. C'est ça. Mais bon, si vous êtes bien payé, vous pouvez quand même bien vivre là-bas. J'imagine que les salaires aussi sont faits en fonction du train de vie. C'est ça que j'ai remarqué. Je me suis dit, ben, il faudrait aller pour que tu embauches. Non, je devrais être embauchée d'ici. Je continue mes recherches. Moi, je commence à voir l'Ontario, Kingston.
Toronto, c'est pas une ville qui m'intéresse, c'est une grande ville et style United States. C'est pas exactement l'ambiance que vous voulez. Ben non, moi je suis plus classique, on dirait. Mais par contre, il y a des petits villages comme London, Burlington ou Kingston, que je commence à me renseigner spécialement Kingston, où demandent d'être francophone. Wow! Fait que je commençais à faire mes recherches. Dans tous ces parcours-là, moi, je rencontre une amie qui habite à Victoriaville. Victoriaville, c'est une région à 1h30 de Montréal. Petite ville de toute beauté. Et elle me dit, mais donne-moi ton CV si tu veux partir de Montréal. C'est l'opportunité d'aller en région. Bien sûr, on recherche partout en région en ce moment. Et oui, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre dans tous les niveaux, spécialement techniques. Bien sûr. Électricien industriel, mécanicien industriel, tout ce qui soit contrôliste industriel, il y a une pénurie, un grand problème. Et journalier aussi. Fait que bon, je lui donne mon CV. Et dans ce moment donné, viens, je vais te présenter quelqu'un. Mais par ça, une femme, moi je dis à cette personne, donne mon CV, sans penser rien. Je commence à recevoir des appels. De Saint-Hyacinthe, de Québec. Wow! Fait que maintenant, ma recherche, au lieu d'être... En dehors de Montréal, vous sortez, ça y est. J'ai encore l'espoir de rester au Québec. Au Québec, on dirait dans un environnement francophone. C'est ça. Moi, c'est ma deuxième langue. Le français, c'est ma deuxième langue. J'aime bien parler en français. Je me sens bien en français. Mais si vous êtes recruté et qu'il y a un job intéressant en dehors du Québec, vous irez. Oui. Oui, je suis ouverte. J'ai arrêté un peu la recherche Ontario. Parce que je commençais à voir, mettons, vendredi, j'ai une entreprise, m'ont appelé d'une entreprise loin de Québec. Et bon, je vais prendre la chance d'y aller et voir. Donc voilà, on se regarde. Donc au Québec. Ben, au Québec, il faut savoir que c'est une chose que je trouve vraiment avantageuse, c'est qu'au Québec, tout arrête en décembre. Waouh! C'est comme... C'est vrai que oui, au Québec, tout s'arrête en décembre. Mon voisin avocat, là, au mois de décembre, il part à un certain temps. Ouais. Et ça, c'est vrai pour ça, parce que, ben, c'est vrai, on a droit à 2 semaines de vacances par année. C'est une chose que ça ne marche pas des fois. En mon pays d'origine, j'étais habituée à 1 mois de vacances. Mais... Mettons, si c'est une entreprise syndicalisée, les syndicats exigent un arrêt à partir du 21-22 décembre jusqu'à 2-3 janvier. Fait qu'il y a des entreprises qui font ça. Ça, c'est un côté bon. Enfin, moi, j'ai vacances. Je suis en train de planifier mes vacances de voilà. fin de l'année. Et tout le monde profite pour aller voir la famille et tout ça. Fait que ça, c'est un côté bon. Mais, je m'excuse. Mais bon, je profite de trouver vraiment des opportunités. Bon, on commençait à appeler de Québec. Écoute, j'ai vu votre CV, je suis vraiment intéressée à présenter votre CV. Jamais vous n'avez pensé à chercher en dehors de Montréal avant ça? Non. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous a fait penser aux régions? C'est votre ami ou... Mon ami. Mon ami, parce qu'en fait, en recherche d'emploi avant, j'avais rencontré, on a fait une belle amitié, j'avais appliqué dans une entreprise grande, mais ça n'a pas marché. C'était un poste que, même moi, je n'ai pas de permis de conduire, pas pour l'instant. D'accord. Je suis dans les processus, c'est une autre chose. Il faut le faire. Vous partez en région, faites votre permis de conduire. Oui. Mais vous l'avez jamais passé ou vous l'avez dans votre... J'ai déjà conduit au Pérou. D'accord. J'avais mon permis de conduire, mais je n'ai pas fait l'équivalence ici. Je suis allée, ça fait 1 an que mon permis de conduire attend. J'ai déjà mon dossier ouvert, fait que j'ai que de passer l'examen théorique, que c'est la semaine prochaine. Fait que, on va croiser les doigts pour Raquel. Ah, oui, merci. Mais en tout cas, ça c'est une chose. Et moi, je trouve vraiment une bonne opportunité. C'est le temps parfait. Moi, je crois à Dieu. Les temps de Dieu sont parfaits. Et parce que je veux réapprendre à conduire en neige, dans la froide. Que jamais, je sais, il y a des choses que jamais j'avais pensé à faire. Et bon, voir qu'est-ce qui arrive quand tu me conduis dans une chaussée glissante. Jamais j'avais pensé à ça. Oui, alors nous, on était contents la première année d'avoir une voiture qu'on a payée 3 500 ou 4 000 $. Hein, quoi. Alors, on a 4 enfants, hein, donc il nous fallait une grosse voiture quand même pour pouvoir mettre les 4 enfants.
Et c'est vrai qu'on avait pris un vieux 4x4 tout cabossé en se disant on sait jamais si on glisse dans la neige, si on se cogne dans un mur, si au moins ou sur un trottoir, au moins la voiture elle est déjà tout abîmée, donc on l'abîmera pas vraiment plus. Et finalement avec les pneus neige, la façon dont ils déneigent ici, c'est plutôt pas mal. Maintenant en région, je sais pas comment c'est, donc voilà, mais je pense que vous aurez certainement des chaînes ou des clous et puis ça se passera. Région, c'est pas la forêt. Ça dépend quelle région. Mais mettons, la région que je commençais à visiter, c'était la première chose où on rappelait, c'était Chaudière-Appalaches. Ouais. Et c'est une ville. L'avantage, c'est les logements sont moins chers. C'est ça. En année et demie, ici, on peut payer 600 $. Là-bas, pour 600 $, on peut avoir un beau et lumineux 4,5. Waouh, c'est énorme. Hein? Et c'est la différence. Oui, il n'y a pas de transport en commun, mais là, on peut plus d'indépendance et là, il faut faire ça. Et bon, moi maintenant, je cible vraiment de trouver un travail dans une manufacturière. Mon parcours professionnel, je suis une manufacturière. C'est vraiment aussi important de savoir qu'est-ce que vous aimez parce que des fois, on arrive ici dans le moment on se rendre dans toute la folie de chercher, la pression de chercher et trouver un travail. Et des fois, c'est vraiment important de reculer un peu et dire, OK, qu'est-ce que j'aime? Je vais visser, je vais cibler dans ces chemins-là. Parce que sinon, les recruteurs aussi perçoivent ça. Bien sûr. Mais, j'ai arrêté un peu la recherche d'emploi en Ontario parce que moi, comment s'appelle la région? Je me suis dit pourquoi pas, oui, c'est plus froid. C'est ça, rester au Québec et partir en région. Pourquoi pas? Parlons de froid. Vous y êtes fait venant du Pérou? Quoi qu'il peut faire très froid au Pérou aussi, mais peut-être pas aussi froid. Mais si on monte en montagne, il peut y avoir de la neige quand même. Oui. Et le minimum, c'est moins 10, c'est exceptionnel. D'habitude, rentre à -2, -3, pas si pire. Moi, je viens d'une ville humide, à 100% d'humidité des fois, en hiver. Sans neige, sans neige, sans pluie, sans vent, on n'a pas de climat, juste des brouillards partout, en hiver. Et froid quand même? Un brouillard froid? Ça fait la ressentie vraiment froide, plus ou moins 10 degrés, mais c'est difficile que ce soit moins de 14 degrés. 14 degrés, c'est le minimum. L'année dernière que j'étais là-bas, en 2016, je suis allée pour l'anniversaire de papa, et on avait 11 degrés, tout le monde était avec des foulards, avec des bottes grosses, des UGG et des choses comme ça, avec des gants, des trucs. Et j'ai regardé tout le monde et j'étais en manche courte. et en sandales, et tout le monde me regardait, mais t'es folle! Non, je ne suis pas folle. Je viens du Québec! C'est ça. Après, moi, 40, c'est ça. On s'habitue. Et vous y êtes faite, ça va? Vous supportez le froid ici en 6 ans et demi? C'est pas... Il y a des chauffages partout. C'est ça. Il y a des chauffages partout. Et vous aimez la neige? On dirait que je l'aime en décembre. La moitié de janvier, après février, c'est un peu tendance. Maintenant, ça commence à dire... Je commence à dire, il n'y a pas de neige. Maintenant, à Montréal, il n'y a pas de neige. C'est pas normal. On a dû déjà avoir notre première tempête. D'habitude, c'est la dernière semaine de novembre, mais on n'a rien encore. Nous sommes le 6 décembre, on n'a rien. Et bon, ça commence à manquer un peu la neige. Mais oui, d'après, c'est un peu OK. Les côtés durs, oui. Il faut s'habiller, bien s'habiller pour sortir. Il n'y a pas froid, il y a des gens mal habillés. Ça, c'est vrai, on le dit tout le temps. Il fait pas froid au Québec, c'est juste que vous êtes mal habillés. C'est ça. Bon, écoutez Raquel, je vous remercie beaucoup. Et un petit mot pour la fin, pour des personnes qui souhaitent immigrer, qui souhaitent faire comme vous, arriver soit avec une résidence permanente, soit autrement. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils arrivent à vivre leur parcours d'immigration avec le plus de positivisme possible ou pas? Qu'est-ce qu'ils doivent emmener avec eux dans leur personnalité? Il faut bien se connaître. C'est la première chose. Si on hésite un peu dans quelque chose, dans notre trait de personnalité, dans notre façon d'agir courant,
ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous faire reculer ou nous faire mettre en dépression. Parce que c'est une autre chose. La dépression ici, spécialement en novembre, c'est terrible. À 4 heures, le jour est fini. Et on sort du bureau et la nuit. Fait que ça, c'est à bien remarquer parce que on vient ici apprendre. On vient à réapprendre à vivre. On a déjà un parcours, on a déjà des expériences de vie, mais arriver soit au Québec, soit à Ontario, soit à British Columbia ou n'importe quel endroit, c'est vraiment réapprendre à vivre. C'est ça, c'est une renaissance complète. Complètement, parce qu'il y a aussi une autre chose qui, ça va arriver souvent, spécialement les 2 premières années, sont des émotions que jamais on a senties, qu'on ne reconnaît pas. C'est comme, c'est quoi que je sens? Pourquoi je sens ça? Et c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et après, en parlant avec les gens, c'est une autre chose. Les réseaux sociaux, tous les réseaux Où on peut sociaux, rencontrer d'autres immigrants. D'autres immigrants. Pas rester dans la communauté. Oui. Ça, c'est une chose importante. Les latinos qui restent entre latinos vont rester avec des latinos et là. Les français qui restent entre français, bon, là. Les asiatiques qui vont rester, ok. Ça, c'est la richesse de venir ici. De s'ouvrir à toutes les communautés. Et d'apprendre de tous. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir quelles étaient ces émotions que je sentais, que jamais j'avais senti dans ma vie. Mais par contre, ces métiers que j'avais fait, mais ça, c'est ça. Pardon? Mais c'est normal. Non. Je vais jamais penser sentir ce type de truc. Enfin, ça, ça nous permet d'échanger, de voir, d'apprécier la diversité comme elle est, vraiment. Et nous permet aussi de mettre plus à l'aise, de se mettre plus à l'aise à réapprendre à vivre. Parce que des fois aussi, n'importe quel changement apporte beaucoup de résistance. Et c'est ça les pires barrières qu'on peut trouver, nos propres résistances. Fait que bon, être ouvert d'esprit, c'est la première chose à faire. Rencontrer des gens n'importe d'où, des Liban, des Brésil, des Philippines, n'importe d'où, ça c'est vraiment important. C'est que ça fait enrichissant. Ça enrichit, oui, c'est enrichissant. Enrichissant l'expérience migratoire. Il va nous pousser. Dans les pires moments, ça va pousser vraiment. Eh ben, merci Raquel pour cette très belle conclusion, effectivement, d'aller à la connaissance des autres, à la rencontre des autres, à la rencontre des Québécois aussi. Il faut essayer d'avoir des amis québécois. Je peux ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, c'est vraiment important. Spécialement pour comprendre les modismes. C'est vraiment important. Et par contre, mon expérience personnelle, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, mais attention avec les Québécois. C'est une chose qu'on écoute fréquemment. Mais moi, je fais, ok, bon. Un de mes meilleurs amis, c'est un Québécois de Trois-Rivières. Et on a fait une belle amitié au point que lui, il est parti 3 mois au Pérou. Il a passé 2 jours avec ma famille au Pérou. Wow. Fait que c'était une belle expérience parce que j'étais heureuse qu'un ami de Québec allait au Pérou, connaître ma culture avec ma famille. C'était une chose que je me sens fière. Et les Québécois ne sont pas fermés. Il faut parler en français et faire l'effort de parler en français toujours. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il faut... Voilà. Non, je suis d'accord, les Québécois ne sont pas fermés. Nous, on a des amis québécois francophones, des amis québécois anglophones. Oui, aussi. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. Eh bien, merci beaucoup, Raquel. Merci à toi, Géraldine. Et puis, j'aimerais être tenue au courant du permis, de l'emploi. On retrouvera peut-être Raquel dans une nouvelle interview qui nous racontera sa vie en région, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, et puis nous, on se retrouve après la pause. Merci. Merci beaucoup.
Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci. Alors, la question du jour, quelle est-elle? Et Alors, qui est l'heureuse gagnante? C'est ça. Alors, Fanny d'Avignon nous demande en fait quels sont les enjeux liés à la résidence permanente, comment l'obtient-on? C'est une question. J'ai choisi des questions un peu globales, comme ça me permet de répondre à plusieurs petites questions qui sont en même temps, en c'est même ça. temps, voilà. Donc, la résidence permanente, en fait, vous avez deux moyens de la demander, de l'extérieur ou de l'intérieur. D'accord. Donc, l'extérieur du Canada Voilà, ou l'intérieur du Canada. Exactement. Donc, en fait, vous êtes en France et puis vous voulez demander la résidence permanente, déjà, vous êtes patient. Hein, on va dire, il va falloir être patient. Ça prend du temps. Et non, il ne faut pas être pressé. Non, ça, c'est sûr, il ne faut pas être pressé. Donc, pour le Québec, en tout cas, il y a Mon Projet Québec. Pour le fédéral, il y a Entrée Express. Donc, ce sont quand même deux bassins. On peut s'inscrire dans les deux? On peut, tant qu'on n'a pas été pris, on peut se mettre sur les deux bassins et puis attendre. Hein, là, on attend. Là, on est en position d'attente et puis ça peut être long. L'attente peut être très longue. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans? Ouais, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. En plus, Entrée Express, c'est un système de points. Donc, on attend. Si on est en dessous des 3 derniers tirages qui ont été effectués et puis on voit que les points ne baissent plus, on se dit qu'on ne va jamais être pris. Donc, faut peut-être penser à un autre plan, quoi, hein. Et c'est long, pourquoi? Parce qu'en fait, ils reçoivent et puis ça s'empile. Le premier arrivé est traité, le dernier arrivé... Non, justement, c'est pas une histoire de premier arrivé, premier servi. Là, c'est plutôt une histoire de points. Pour le fédéral ou pour même le fédéral, pour le fédéral. Pour le Québec, il faut quand même aussi avoir les points pour pouvoir rentrer. Ceci dit, en 2018, on ne sait pas quand encore exactement, ils vont changer leur système pour Mon Projet Québec. Donc, il faut rester aussi à l'affût de voir quels vont être les changements parce qu'ils vont essayer de copier un peu le système de Entrée Express. Donc là, pour le moment, côté Mon Projet Québec, c'est pareil, il faut que vous ayez les points minimum pour pouvoir rentrer au moins. Donc ça, c'est sur le site du Midi qu'on passe le test? Oui, ça c'est le site du Midi vous pouvez aller calculer vos points. Et puis ensuite, en fait, il faut être patient parce que si vous pouvez être pris, généralement ça prend 3 ans. Là, ils ont avoué récemment qu'ils étaient en train de traiter les dossiers de 2015. Donc forcément, forcément, en 3 ans, il peut se passer des choses, quoi. Donc, faut être patient. Par contre, si vous êtes déjà au Canada et puis que vous avez ou été étudiant, terminé votre diplôme ou travaillé 12 mois avec un employeur dans une catégorie 0A ou B, là, vous avez droit au programme de l'expérience québécoise, qui est vraiment le pont en or. C'est sûr. Ouais, c'est l'entrée dorée vers le Québec. Surtout que vous êtes déjà là, donc on veut favoriser le fait que vous soyez déjà là. Exactement. Et côté fédéral, c'est seulement si vous avez travaillé 12 mois dans n'importe quelle province, vous pouvez faire Entrée Express, ça vous donne des points. Alors excusez-nous, nous sommes en plein enregistrement, en plein tournage, et bien sûr le chien aboie. Donc si vous l'entendez... Excusez-nous, nous n'avons pas le moyen d'intervenir, donc c'est voilà. Ça, le live. On est désolé, ça va passer dans le micro. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que le chien sera attaché. Donc voilà. D'ailleurs, pour vous dire que vous pouvez arriver avec votre animal au Québec, c'est possible, il peut voyager, vous le faites voyager en soute dans des caisses IATA. Vous devez avoir tous les vaccins à jour, et notamment celui de la rage. Et puis surtout une lettre de votre vétérinaire qui stipule que votre animal est en bonne santé. Et puis il fait le voyage avec vous, vous le récupérez au même endroit que là où vous récupérez les valises, sauf qu'il ne va pas sur le tournant, hein, vous inquiétez pas, ils sont pas malmenés, ils sont très bien traités pendant le voyage. Et vous récupérez votre animal en pleine santé, il passe les douanes avec l'immigration avec vous. Et ça se passe plutôt bien. Donc merci Eben. Voilà, elle s'appelle Eben, elle a fait le voyage avec nous. Et donc du coup, je sais plus où on en était. Donc la résidence permanente. Donc Mon Projet Québec, donc effectivement, l'expérience québécoise. Une fois que vous avez ou votre diplôme ou vos 12 mois d'expérience sur le sol québécois. En tant que travailleur. En tant que travailleur qualifié, là pour le coup. Du coup, vous faites la demande d'expérience québécoise qui est là, pour le coup, très rapide, parce que vous demandez d'abord votre certificat de sélection du Québec, qui prend 3 semaines. C'est rapide. Ça, c'est très rapide. Ça, c'est très rapide. Une fois que vous avez votre dossier de montée, vous l'envoyez 3 semaines après, vous recevez vos certificats de sélection. Et là, après ça, vous faites la deuxième étape, qui est l'étape fédérale.
Et l'étape fédérale, bon, là, ça peut prendre plus de temps. C'est entre 9 mois et 12 mois, mais là, en même temps, si vous êtes déjà ici, il y a moyen d'obtenir un permis de travail en attendant la résidence permanente. Donc, vous continuez à travailler ici tout en attendant. Et bien sûr, une demande de résidence permanente se fait pour le groupe familial. Donc, vous la faites, vous, en tant que demandeur principal, mais votre conjoint et vos enfants vous accompagnent. C'est pas chacun fait son dossier. C'est un dossier global pour la famille. Bon, je crois qu'Ebel aujourd'hui a décidé de parler et de donner son avis et de participer à la résidence permanente. Je pense qu'elle nous dit qu'elle adore la neige et puis je pense qu'elle nous dit également qu'elle adore vivre au Québec. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, donc la résidence permanente, on peut la demander une fois qu'on a obtenu notre diplôme. Oui. On peut la demander une fois qu'on a été travailleur qualifié pendant 12 mois. Qu'est-ce qu'un travailleur qualifié? C'est ça en fait. Qualifié, j'entends parce qu'au niveau fédéral, ils appellent ça travailleurs qualifiés, mais en fait, ce sont des travailleurs qui sont dans leur profession, rentrent dans la matrice des professions, dans la section 0A ou B. Le genre de compétences 0A ou B. On trouve cette liste sur le site du Midi? Alors en fait, si vous allez sur Google, le plus simple, c'est d'aller sur Google et de taper NOC, N-O-C, qui est en fait l'acronyme anglais, mais si on met le français, ça ne marche pas. Donc on met l'anglais, N-O-C, NOC. Et là, du coup, vous allez arriver sur un site qui est le site de l'ESDC qui vous permet qui en fait regroupe, qui a fait une matrice, on appelle ça la matrice des professions au niveau national au Canada, qui regroupe tous les métiers par compétences. D'accord. Et en fait, pour être dans les compétences 0A ou B, en fait, on peut être technicien qualifié, directeur, manager, superviseur. D'accord, donc je suis superviseur dans un restaurant ou manager dans un restaurant. Bon, je me qualifie, je suis au niveau de compétence B. D'accord. Mais par exemple, si je suis juste vendeur ou commis, je suis C. D'accord, donc là je passe pas, je ne suis pas considérée au Québec, pas au fédéral. C'est vraiment quelque chose de très important. Hein. C'est vrai qu'il y a deux systèmes entre guillemets d'immigration, c'est qu'il y a toujours le fédéral et le provincial. Ouais. Et donc, parfois, on va un peu se mélanger d'un site à un autre. Donc, vraiment, attention. Mais la matrice des professions, c'est pour le national. Oui, complètement. Donc, là, vous y allez. Puis, en fait, quand vous faites employer par un employeur ici au Canada, il faut vraiment s'assurer que sa profession est bien listée dans cette matrice. D'accord. Utilisez l'intitulé qui apparaît dans la matrice parce que en plus il y a des intitulés québécois, donc allez rechercher l'intitulé qui répond à votre poste. Et après ça, il y a la description des tâches que vous devez remplir par rapport à cette profession, parce que c'est bien beau de vous mettre un titre, mais si vous faites les tâches qui correspondent au titre d'en dessous, ça ne passera pas. Donc il faut absolument que dans votre contrat de travail, l'intitulé de votre poste et les tâches répondent à la fiche qui répond effectivement à votre profession. Et que vous trouvez sur le NOC. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, avec votre employeur, c'est très important, et même les fiches de paye, le contrat et les fiches de paye correspondent à ce NOC, à cette fiche de NOC. Donc ça, ça demanderait une autre capsule de temps. Complètement. mais en fait, à la limite, un jour, on pourra l'afficher pour que les gens puissent aller regarder cette matrice. Mais c'est important de savoir effectivement que son métier est bien déjà, et puis tombe pas dans une profession réglementée, parce qu'il y a quand même un grand nombre de professions au Canada et au Québec en particulier qui sont réglementées. Donc vous devez rentrer dans un ordre de profession. C'est ça, parfois repasser un peu des examens ou faire au moins accréditer vos connaissances. Donc c'est important d'aller vérifier avant de vous jeter. C'est ça. La reconnaissance de diplôme sera dans une prochaine émission, mais on vous en parlera effectivement, c'est important. Exactement. Donc, mais la résidence permanente, en fait, c'est un beau projet. Vous pouvez le faire des deux côtés. C'est un peu plus long de l'extérieur. Donc, mon projet Québec, c'est pour obtenir la résidence permanente au Québec. Oui. L'entrée express. C'est pour la résidence permanente dans toutes les autres provinces. Dans toutes les autres provinces du Canada, hors Québec. Hors Québec, exactement. D'accord. Et quand je reçois en fait ma résidence permanente, je suis à l'étranger, je ne suis pas au Canada, je reçois cette résidence permanente. Comment ça se passe pour arriver ? Alors en fait, vous allez recevoir un papier qui vous donne une date de validité. Elle est généralement liée ou à la validité de votre passeport et ou à la validité de vos examens médicaux, parce que vous devez passer des examens médicaux. D'accord. Donc c'est le premier qui arrive à échéance qui va vous donner la date butoir. C'est-à-dire que si généralement les examens médicaux vous les faites plutôt vers la fin du processus, donc ça vous donne 1 an, sauf si votre passeport expire avant, ça va vous donner moins de temps pour arriver au Canada. D'accord, donc on a peut-être intérêt au moment de la résidence permanente à refaire son passeport avant de finaliser pas au début, je dirais, mais à la fin du processus, avant de finaliser, je dirais au moment
moment où vous faites les examens médicaux, refaites votre passeport et puis renvoyez vos nouveaux passeports afin qu'ils vous valident votre résidence C'est ça, permanente parce que si sous votre votre nouveau passeport est passeport. valide 6 mois, Ah bah du coup ça va être 6 mois pour arriver au Canada. Donc parfois ça tombe mal parce que les gens disent bah, je préférais que les enfants finissent leur année scolaire en France. c'est ça. Ouais, donc faut y penser avant. Ou alors j'ai des projets au niveau professionnel, il faut que je termine un projet, je peux pas lâcher mon employeur tout de suite. Bon, pensez-y avant parce que ça va être de toute manière au maximum 1 an. Vous aurez au D'accord. maximum 1 an pour venir vous installer, en gros, on va dire un peu moins d'1 an pour venir vous installer. Pour venir au Canada. valider, et en fait, votre validation de résidence permanente se fait à l'aéroport. Ça fait en arrivant au Canada. C'est ça. Par contre, après ça, vous avez 5 ans pour valider, enfin pas valider, mais Prendre la maintenir citoyenneté canadienne. aussi, non, mais pour maintenir votre statut de résident permanent. D'accord. Les 5 prochaines années, vous allez devoir rester au moins 730 jours au Canada. D'accord, ça c'est Donc- important. Donc c'est important de le savoir parce que vous pouvez venir valider votre résidence permanente, puis à la limite repartir 2 ans si vous voulez. Ça vous laisse encore 3 ans pour valider 730 jours, soit 2 ans au Canada. D'accord. Et Donc, par si vous avez contre, des elle est projets- renouvelable. Alors, elle est renouvelable. Mais moi, Si on a passé ces 730 jours. Elle est renouvelable, exactement. Donc, on peut continuer à maintenir son statut de résident permanent. Mais moi, je conseille tout de suite, dès qu'on a obtenu 3 ans de résidence permanente, d'appliquer à la citoyenneté. 3 ans sur le sol canadien, Ouais, attention. 3 ans, c'est c'est- 365 jours sur le sol canadien. Fois 3. C'est ça. 1095 jours. Donc si vous avez fait des voyages, Ah, bah ça voyages compte pas. d'affaires, vous faites un tableau, vous le remplissez, on va vous le demander. Oui, oui. Il faut C'est bien garder important, tous hein. ses billets d'avion. Il faut être bien organisé dès le départ. C'est ça. Parce que ça, on va vous le redemander à un moment ou à un autre. Donc, même de toute manière, tous les ans, déjà, on vous demande si vous êtes resté au moins 180 jours au Québec, par exemple. Il faut démontrer que vous restez au Québec pour maintenir la sécurité sociale québécoise. Donc, de toute manière, il faut tout le temps garder ses preuves de voyage et ses preuves de séjour au Canada. Moi, j'ai pas gardé les billets. Bon, ils doivent être quelque c'est part c'est dommage. ils doivent être quelque part sur l'ordinateur. Mais... Adieu. Le maillon faible. J'espère que j'aurai aidé certains. L'instant coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci Géraldine. Alors, le sujet du jour. Alors le sujet du jour, tadam, un sujet on va dire, aussi simple que le changement. C'est le mot qui m'est venu par rapport à cette émission. J'avais envie, on est en début d'année, on a changé d'année, un passage de 2017 à 2018, et c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Et puis on est du côté de Montréal, on parle beaucoup d'immigration, d'intégration, de changement. Bien, j'avais envie de partager ça, puis juste vous dire, le changement on en est où? On le subit ou on le choisit? Le changement c'est une véritable décision dans la vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Où est-ce que ça se place? Et pourquoi changer? Le changement, ça demande, c'est un véritable challenge qui demande de sortir de sa zone de confort. C'est une prise de risque, certes, mais en même temps, changer les habitudes, ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a quelque chose de l'attachement. Quand on change pourquoi? On va changer d'organisation, on va changer de métier, on va changer de pays, ou on va tout changer à la fois. À quoi on est attaché? Quelles sont nos attaches, nos attractions? Quelles sont nos résistances? Il est important de les identifier avant de se lancer. Et puis tout ça aussi pour, aller chercher nos véritables désirs en mode un petit peu introspection, aller au fond de soi-même pour aller chercher ce qui vous motive, ce qui va faire que vous allez trouver cette énergie de tout bousculer, réinventer, découvrir. Les changements, j'admire, puisque ça demande du courage, cette transformation de vie. D'ailleurs, c'est un parcours. C'est vraiment un véritable parcours et c'est un parcours qui prend du temps. Et le conseil que je donnerais, ce serait de justement laisser ce temps se faire et procéder par étapes. Donc il y a des mots avec lesquels je terminerai qui sont acceptation, accompagnement et d'accompagner surtout positivement le changement, puisque le changement c'est passer d'un état d'instabilité à un équilibre, comme la nature le fait. Merci Hélène. C'est beau. Effectivement, Rien. la nature passe de l'éveil à l'endormissement l'hiver. Donc ne laissez pas trop dormir cette petite chose en vous et puis réveillons-nous. On se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir Géraldine. Bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à vous aussi. Au revoir. Au revoir.